Donc vous me demandez comment et quand j'ai rencontré Le Corbusier à Roquebrune-Cannemartin, à l'Étoile de Mer. C'était dans l'année 1949, en juillet, où mon père a ouvert le petit restaurant l'Étoile de Mer à Roquebrune, qui est un petit cabanon de pêcheurs au départ, qui a été transformé par mon père en petit restaurant cette année-là, en 1949, en juillet. Et Le Corbusier travaillait dans la villa E1027, Hélène Gray, dite Villa Blanche ou Villa de bord de mer, qui se situe vraiment en dessous du cabanon de pêcheurs. Le Corbusier était avec toute son équipe, dont faisait partie José Louis Certes, pour étudier le plan directeur de la ville de Bogota. Pour diverses raisons, dans la villa 1027, Le Corbusier et son équipe dessinaient, mais ne pouvaient pas, avec ces dames, faire petit déjeuner et les repas pendant les 10 jours que devait durer cette étude en bord de mer pour Bogota. Donc mon père venait d'ouvrir le restaurant, c'est-à-dire autour du 15 juillet 1949, et le premier client qui est apparu fut Le Corbusier. C'est à partir de ce moment-là que j'ai rencontré Corbusier et où j'ai eu des entretiens journaliers pendant tous ces séjours qu'il passait à l'Étoile de Mer. Donc depuis juillet 1949, j'étais proche de Corbusier jusqu'à sa mort en août 1965. Le Corbusier, en 1949, à la fin du plan directeur avec son équipe de Bogota, se brouille avec Jean Badovici qui lui prêtait la villa et son équipe. Et Corbusier donc demande à mon père de pouvoir lui trouver une chambre près de l'Étoile de Mer pour, avec Yvonne Le Corbusier, passer la fin de ses vacances, lui-même devant partir au Siam à Bergamo, qui se tenait du 21 juillet au 30 juillet 1949. Et à partir de ce moment-là, Corbusier est revenu régulièrement au Cannemartin, à l'Étoile de Mer. Donc, juillet 1949, il laisse Yvonne Le Corbusier à l'Étoile de Mer et part, lui, à Bergamo. Et revient, finit jusqu'au 15 août, et puis repart à l'atelier de Paris, en disant à mes parents qu'ils reviendraient passer Noël et de réserver toujours la chambre. Donc Noël 49, premier de l'an 50, Le Corbusier et sa femme viennent passer les fêtes de fin d'année ici en plein isolement. Donc on était en famille, c'était pas du tout une affaire commerciale, c'était le noyau de famille que formait Corbusier, etc. Pour Noël, il m'avait apporté un premier cadeau, c'était le premier volume du Modulor qui venait de paraître, quoi. Donc voilà un petit peu l'histoire Corbusier qui arrive sur l'Étoile de Mer, mais connaissant Roquebrune avant-guerre, étant donné qu'il venait à la maison 1027 faite par Hélène Gray et Jean Badovici, villa dite Blanche ou villa du bord de mer. C'est Corbusier, très attaché à la Méditerranée et surtout à ce coin de Roquebrune, Cannemartin, décide, en demandant à mon père qu'il voudrait bien construire une chambre, au lieu d'aller louer une chambre chez l'habitant, de faire une petite chose, l'habitat minimal, c'est-à-dire un petit cabanon où il pourrait vivre proche à nous, être proche à la restauration aussi, avec Yvonne Le Corbusier, et passer ses vacances
d'été, d'hiver et de printemps, parce qu'il venait aussi à Pâques passer une dizaine, douzaine de jours, quoi. D'ailleurs, Pâques 1950, c'est Yvonne Le Corbusier qui m'offre le premier livre de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne dans la Bibliothèque verte. Donc j'ai 11 ans et demi, quoi. Je vais avoir 12 ans, quoi. Voilà à peu près les dates exactes de la rencontre avec Le Corbusier. Et en Noël 1949, il demande à mon père de lui préparer pour l'été 1950 un grand tableau blanc, 1 mètre par 1 mètre, sur un contreplaqué marine, sans dire pourquoi. Bon, mon père n'a pas cherché à savoir. Et quand il est venu en juillet et août 1950, mon père lui avait préparé le panneau, et c'est le panneau que vous voyez ici à la façade, et il a fait le tableau L'étoile de mer, règne l'amitié, ici donc présent sur la façade. Et ensuite, dès que le tableau a été terminé et accroché sur le mur, il a fait la peinture murale qui accompagne ce tableau qu'on a sous les yeux aujourd'hui. Donc 1950, Corbusier est toujours chez l'habitant, et il va demander à mon père si c'était possible de construire un petit cabanon, un habitat minimal où il pourrait vivre auprès des rebutatos l'été comme l'hiver ou au printemps, accolé donc à la construction qui n'a rien d'architectural ou d'architecture, dirons-nous. C'est une chose très simple. Et Corbusier, en 1952, par Barbéris, le menuisier qui avait eu le marché de l'unité d'habitation de Marseille, construit en Corse le cabanon du 366, qu'il installe donc en juillet 1952, date à laquelle Le Corbusier s'installe à Roquebrune, adossé à la propriété des rebutatos, sur un terrain qui ne lui appartient pas, bien entendu, qui est la propriété de l'Étoile de mer des Rebutatos, de la famille Rebutato. Il s'intéresse à moi, Corbusier, sans doute, il a découvert en moi une certaine intelligence, une certaine créativité, d'esprit, de recherche, de curiosité. Et il m'initie à la couleur, à l'espace, à la lumière, aux formes, à la nature, ce que représentait une feuille exactement. En anecdote, Ronchamp se construisait, et je lui amène un pétale de régime de banane, qui est une feuille assez épaisse, alvéolaire, rougeâtre, en forme de dôme, de dôme déformé. Et je apporte ça à Corbusier pour lui montrer la texture de la plante. J'ai donc 12-13 ans. Et la couleur, la texture et la forme. Et Corbusier prend son couteau et il coupe la feuille. Et la feuille représente deux enveloppes avec les alvéoles à l'intérieur. Et la forme, un peu une forme comme ceci. Et il me montre ça, il me dit voilà la toiture de Ronchamp. De là, Corbusier s'est toujours intéressé à moi. Yvonne surtout disait il ne faut pas laisser tomber le jeune Robertino qui est au Cas de Martin, un petit peu dans la restauration avec ses parents, mais il a quelque chose à faire, tu devrais l'aider, etc. Et Corbusier, au lieu de dire prends telle direction, m'écrit une très belle lettre en me disant voilà ce que tu dois faire, la recherche du papier quadrillé, la perspective, le dessin des arbres, des objets de la nature, des galets, des pierres, etc. Et sois ton seul maître pour apprécier ce que tu as fait. Si tu fais l'école, on te tuera. Donc c'est toi qui dois découvrir ton propre chemin, au fond. Et de là, il m'aide, il me guide.
Et c'est pour ça que je dis, je ne suis pas le fils spirituel de Le Corbusier, loin de là, j'ai horreur de ça, et puis je ne recherche pas du tout ce titre ou cette appellation, mais Corbusier fut un guide qui m'a montré différentes voies où j'allais puiser ce qui m'intéressait, rejeter ce qui ne m'intéressait pas. Jusqu'à sa mort, où je suis rentré après avoir passé des étapes différentes, c'est-à-dire commencer au bas de l'échelle de la construction, c'est-à-dire comme manœuvre, ouvrier, chef de chantier, grutier, responsable des bétons précontraintes au couvent de Sainte-Marie à l'Arbrelle, du côté de Lyon. Ensuite, bureau d'études de béton armé, c'est là où je vois se réaliser et je fais quelques plans de béton sur la maison des jeunes de Firminy. Je sens que j'ai fini le parcours du compagnonnage, dirons-nous, dans le domaine de l'architecture, et qu'il faut maintenant concrétiser la chose en rentrant à l'atelier Le Corbusier. Mais Corbusier était favorable à ce moment-là de dire maintenant terminer toutes ces étapes dans le bâtiment, les techniques, effectivement, il faut aller vers la conception, quoi. Et il a préparé le terrain en me disant, bon, tu passes à l'atelier, mais d'abord tu passes au score du docteur Blanche, où le docteur venait de lui... docteur Laroche venait de lui donner sa villa pour en faire ce qui est aujourd'hui la fondation. Corbusier a eu peur qu'on squatte cette maison qui était vide, étant donné que Laroche avait libéré les lieux, de mettre quelqu'un. Il avait mis Gardien, un dénommé Gardien, qui était son conducteur de travaux, suivi de projets sur le terrain, dans la villa, mais il dit je vais le doubler avec Robert Rebutato, et c'est là qu'il va faire les plans d'exécution de l'unité d'habitation de Firminy. Voilà un petit peu, donc pendant un an je suis seul à dessiner 60 et quelques plans de toute l'unité qui est construite aujourd'hui, et de là je demande à Corbusier de rentrer à l'agence 35 rue de Sèvres. C'est ce qu'il accepte après lui avoir présenté les 70 plans à la signature d'exécution de l'unité d'habitation de Firminy. Et là je passe donc 2-3 ans à l'agence Le Corbusier jusqu'à sa mort en août 65 ici à Roquebrune-Cannes-Martin. Et moi j'ai appris sa mort sur la place Saint-Marc à Venise, étant donné qu'elle venait de le quitter 48 heures avant pour aller rejoindre Julian et Botta, Mario Botta, qui était avec nous en équipe pour le projet de l'hôpital de Venise. Et c'est Mario Botta qui m'a trouvé à 16 heures parce que les radios italiennes m'appelaient pour que je rentre immédiatement, que Corbusier était décédé. Donc j'ai créé mon atelier en octobre 1965 en m'associant avec un des collaborateurs qui était à l'agence, qui travaillait donc ensemble, où on travaillait en équipe, qui était Alain Tavès. Et pour ma part, j'avais un remerciement ou faire un salut à Le Corbusier sur deux choses. Corbusier ne savait pas quoi faire de Roquebrune-Cannes-Martin, et de notre côté, il était très accroché à un brevet qu'il avait pris qui s'appelait le 226-226-226. C'était une structure légère portée à dos d'homme qui pouvait se transporter dans des terrains difficiles, et ce brevet a été pris pour la réalisation de Roc et Robe, un petit projet qui se situait en dessous de l'Étoile de Mer, proche de la villa Jean Badovici et Hélène Gray. Ça n'a pas pu se réaliser pour différentes raisons, surtout qu'il y a eu un coup de mer qui a empêché
la construction à l'emplacement où devaient se construire ces 6 unités. La mer est venue lécher le terrain, Corbusier n'a pas voulu construire. Mais des gens l'ont appelé et ont dit « Moi j'ai un très grand terrain en dessous du château de Roquebrune » et naît le projet Roc et Robe 2, qui est le projet du Lin, et qui ne verra pas le jour non plus, et dont les terrains sont toujours disponibles. Et j'ai dit, ce de 26, Corbusier y tenait beaucoup. Avant sa mort, au 35 rue de Sèvres, était à l'étude le pavillon de Zurich, de Heidi Weber, la maison d'hommes, et où Corbusier avait fait un projet de charpente métallique et de construction en béton indépendante sous le parapluie en charpente métallique. Un an avant, ou quelques mois avant son décès, il change, en accord avec Heidi Weber, de supprimer le béton et de réaliser la structure métallique du de 26. J'étudie ça, je commence à étudier ça avec José Aubrerie en juillet 65 et Corbusier meurt en août 65, donc le projet n'est pas du tout abouti, on ne sait pas du tout, Jean Prouvé n'est pas très chaud à suivre l'étude, met à disposition de Corbusier une personne qui s'appelle Louis Fruité, un ingénieur en charpente métallique, et qui dit oui, ce projet peut se faire et c'est réalisable. Donc Corbusier tenait à ce de 26 de le voir aboutir, et il avait pour moi cette éventualité avec Heidi Weber de dire j'ai pris un brevet sur une charpente légère, etc. C'est réalisable. Ce qui ne fut pas le cas au départ, car personne, aucun architecte que Heidi Weber avait approché pour finir le projet, c'est-à-dire faire les plans, et faire construire ce brevet qui était délicat, qui était déjà de l'horlogerie. Elle n'a trouvé personne, tout le monde disait Corbusier a fait un premier projet en béton, on le connaît, c'est le projet en béton. Et Heidi Weber a tenu tête en disant il n'est pas question du vivant de Corbusier. Corbusier a accepté et a voulu que ça soit en charpente métallique, a abandonné le volume béton, donc je ferai réaliser en charpente métallique. Et après avoir appelé tout le monde, même des grands noms de l'architecture, elle est venue vers moi en me disant « Est-ce que vous êtes capable ?» Je dis « Je suis le seul à mener le de 26 à aboutir avec Louis Fruité et Alain Tavès. » Elle m'a donné pratiquement carte blanche pour tout ça. Et le de 26 est né, a été monté, a été inauguré avec tous des plans qu'on a composés avec Alain Tavès et moi-même, plus l'ingénieur de charpente Louis Fruité en technique, mais tout ce qui était les compositions panneaux, les couleurs, les vides, les pleins, les aménagements intérieurs, le mobilier, etc. Tout ça a été créé par Alain Tavès et Robert Rebutato, ce qui a été un peu reproché par la fondation naissante de la fondation Le Corbusier, qui avait même demandé la démolition de l'œuvre en ne reconnaissant pas l'œuvre de Corbusier. Donc il y a eu un comité des sages, que j'appellerais, où il y avait Prouvé, Claudius Petit, Wozinski, Charlotte Perriand, Lucio Costa, Oscar Niemeyer, je crois. Enfin, il y avait les éléphants, dirons-nous, comme au Parti socialiste, les éléphants qui étaient là pour dire cette œuvre doit être détruite ou cette œuvre doit être reconnue comme œuvre intégrale de Le Corbusier. Et à l'inauguration, ce comité est venu et a dit parfait. On reconnaît une œuvre de Le Corbusier, il n'y a pas à demander la démolition, la fondation n'a pas à se prononcer là-dessus, elle n'est pas crédible que pour apprécier ce qui est ou pas de Le Corbusier. Ce sont des gars qui ont suivi l'étude. Et pour moi, ça a été le premier geste que je donnais vis-à-vis de Corbusier, que je donnais en réalisant le de 26 pour Heidi Weber à Zurich.
Alors ça c'est le premier point, mais le deuxième point où je dois dire quelque chose encore pour Corbusier, c'est que doit devenir Roquebrune, Cannemartin, Mont-Cabanon, l'Étoile de Mer et l'unité de camping. Alors ça a été mon deuxième combat de fin de... j'allais dire de fin de vie, c'est pas de fin de vie, mais de fin d'exercice de la profession et de me retirer un petit peu des affaires, entre guillemets, bien entendu, c'est de sauvegarder le lieu qui représente Roquebrune, Cannemartin et tous ces éléments qui ont aidé à la pensée de Le Corbusier dans ce bassin méditerranéen où il se plaisait, il se confondait. Donc ce lieu, pour lui, devrait pas disparaître, mais c'était une petite œuvre, c'était pas le monument de l'architecture, c'était pas Chandigarh, c'était pas les œuvres importantes qu'il avait pu faire, ou penser, ou dessiner, et rester dans les cartons. Mais il y tenait beaucoup, c'était la protection de ce site, de ce lieu, où étaient nées certaines personnes avec des créativités diverses, que ce soit de l'écrit, que ce soit du graphisme, que ce soit de la poésie, que ce soit de la musique. Ce que je veux faire de Roquebrune ici, c'est un lieu que le public puisse jouir, visiter s'il le faut, et ne pas faire un musée, mais essayer de créer quelque chose qui serait, mis à part l'information sur Hélène Gray, Le Corbusier pour la base du site, mais que le site devient un lieu de créativité avec une nouvelle formule de l'école. Je ne parle pas de Bauhaus, je ne parle pas de Saint-Sabin à Paris, mais d'une école où le parcours que j'ai fait pour arriver à l'architecture ne peut plus se faire. S'il faut les diplômes, sinon on n'existe pas. Donc retrouver une nouvelle forme avec des gens capables, moi je ne le suis pas, je ne suis pas un pédagogue et je ne suis pas un universitaire, de voir une nouvelle formule pour permettre l'ouverture à des jeunes qu'on dit qui ne peuvent pas suivre scolairement l'école, parce qu'ils refusent tout le système, qui sont des niveaux d'intelligence, je ne dis pas supérieurs, mais tout à fait normal, et de leur donner les possibilités telles que Corbusier me les a apprises, c'est-à-dire les voies qu'ils pourraient choisir jusqu'à un certain moment, être reconnus par une thèse quelconque de cette école, qui serait l'ensemble ici sur le Cannemartin. Voilà un petit peu le dernier coup de chapeau que je compte donner à mon ami Le Corbusier et à mon guide et non à mon maître.